Bonsoir, bienvenue au Théâtre de la Colline. Merci beaucoup d'être là. Donc, je vous présente Christophe Walikowski, Milo Rao. Voilà, ils sont là. Donc, nous allons passer une petite heure et quart ensemble à poursuivre une conversation qu'on a commencé il y a de cela en fait quelques années avec Christophe. Il y a aussi bientôt quelques années aussi avec Milo. Euh, euh, alors on se connaît d'une manière différente tous les trois, pour soit avoir travaillé ensemble, soit surtout pour avoir vu les spectacles les uns des autres. Et on, on a la particularité de ne pas être français dans un théâtre national à Paris. Et dans cette particularité, nous avons la particularité aussi de ne pas tous être européens, parce que moi je n'en suis pas un, mais Christophe et Milo en sont. Et dans cette particularité-là, entre Christophe et Milo, il y a aussi cette particularité qu'il y en ait un qui vit dans ce qu'on appelait alors l'Europe de l'Est et celui qui était dans l'Europe de l'Ouest. Donc c'est donc un miroir, c'est un miroir à plusieurs faces, c'est différentes entrées pour parler de théâtre, parce que c'est au fond, au milieu de toutes ces identités, origines, histoires différentes, il se trouve qu'on est au fond habité par le même amour pour une forme d'expression qu'on appelle l'art, qui est né il y a de cela très longtemps, en Grèce, lorsqu'au moment où on s'est dit, tiens, mais et si les êtres humains pouvaient utiliser la notion de la parole pour essayer de voir qui ils sont, puisque le mot théâtre vient du grec, hein, c'est un mot qui signifie l'endroit d'où l'on voit. Or, l'endroit d'où l'on voit à notre époque devient de plus en plus compliqué parce qu'il devient de plus en plus difficile de voir où on est et qui nous sommes et qui nous croyons être. Voilà, il y a ce qu'on croit que nous sommes, il y a ce qu'on est véritablement, et l'un et l'autre n'est pas toujours évident. Donc l'heure ici, elle consiste pas tant à parler de façon trop élaborée de concepts, parce que c'est pas quelque chose qui est au cœur de ce qui nous touche, mais peut-être de ce qui nous parler peut-être de ce qui nous anime, de ce qui les intuitions qui sont les nôtres dans cette situation dans laquelle nous vivons. Donc la question que j'ai posée d'une façon extrêmement imprudente, qui est comment la situation actuelle transforme votre manière de faire du théâtre. Pardon, je rigole parce que c'est vraiment très imprudent comme question, parce que comment répondre à une question pareille. Mais l'idée, c'est peut-être de commencer d'une façon très simple. Je vais commencer par poser la question à Christophe. Une question, au fond, qui relève aussi de l'émotion. Je vais expliquer pourquoi. Christophe travaille et dirige aussi un théâtre en Pologne, à Varsovie. Il est polonais, comme on dit de quelqu'un qui est de telle nationalité. Mais aussi, tu es lié à cette histoire. Et il se trouve que cette histoire, politiquement, a été extrêmement violente bien avant l'Ukraine, avec un gouvernement qui est très dur. Et déjà, cette question de comment continuer à s'adresser aux spectateurs, à tes spectateurs, à vos spectateurs à Varsovie, était déjà extrêmement compliquée bien avant l'année qui arrive. Donc, or, il se trouve que nous, d'ici, depuis la France, ce qu'on a reçu, c'est que la Pologne s'est comportée d'une façon absolument extraordinaire par rapport aux réfugiés ukrainiens, qu'elle a une position très ferme par rapport à la Russie. Donc on est dans une situation un peu paradoxale. Enfin, j'imagine, en pensant à toi, je me suis dit, peut-être que Christophe est dans une situation un peu paradoxale, qui est que d'un côté, depuis quelques années, c'est un gouvernement extrêmement brutal sur beaucoup de questions, sur les artistes, sur les homosexuels, sur les femmes, sur les droits à l'avortement, sur toutes ces questions, qui est un gouvernement très dur, mais qui aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'image, se comporte d'une façon héroïque. Voilà. Donc, très prosaïquement, comment tu vis ça? Comment vous vivez cette espèce de... Et quelle envie ça te donne, que ce soit au théâtre ou bien, de manière plus précise, ton envie de vivre encore là ou de partir ou de rester?
Est-ce que cette question est récurrente? Que faire? Partir? Rester? Voilà. J'ai pas l'impression que ça te donne des solutions. Euh, Quelconque, le fait que le gouvernement est comme ça, bien sûr, c'est vivant en toi en tant qu'être humain. Et après, en tant qu'artiste, tu te révoltes, tu es émotionnel, tu ne supportes pas, tu veux quitter, tu veux partir. Mais il y a l'autre côté. Tu sais, je travaillais en France quand il y avait la guerre qui a éclaté. Et donc, un mois plus tard, je suis allé à Varsovie pour voir ce que ça veut dire que la guerre est à côté. Donc, je suis allé dans le théâtre. Et là, en fait, il faut préciser que la Pologne a vécu deux choses très fortes dernièrement. Avant la guerre, c'était des migrations de l'Orient plutôt, qui passaient par Biélorussie. Et tu vois, moi je dirais que d'un côté, le gouvernement polonais a un silence, il ne veut pas aider. Tous ces gens-là sont à la frontière. Est-ce que c'est le début de la guerre par Poutine? Est-ce qu'il organise avec Loukachenko cette arrivée des masses de gens en plus dans le cadre d'agences de voyage et qu'ils remettent à la frontière? Le gouvernement polonais interdit tout contact, toute présence des organisations internationales et tout ça. Et finalement, ce qu'ils font, ils construisent un mur. Euh, le reste, c'est l'Europe. L'Europe se lave les mains, ne veut pas en parler trop. Donc, on sait qu'il y a des émigrés à la frontière. On ne dit pas des chiffres, on ne dit même pas des morts, parce que c'est devenu comme un énorme cimetière. La Pologne, donc la société démoralisée, pas démoralisée, parce qu'ils veulent aider, ils ne peuvent pas aider. Et après, il y a la guerre, ce qui fait que la solution, la société, là, tout d'un coup, se réveille, reçoit les Ukrainiens et de cette manière paye la faute de ce qui s'est passé avant. Mais la situation dans mon théâtre, quand j'y arrive, il y a une partie du théâtre de foyer qui est devenue un stock d'habits, des trucs. Et en fait, le rôle de notre théâtre, c'est plutôt de s'occuper de ceux qui ne sont pas acceptés par les autres, c'est-à-dire les gens de couleur, les cas plus extrêmes que les Ukrainiens, que les Polonais peuvent accepter vu la religion et tout ça. Donc, je suis dans le théâtre où il y a deux organisations au moins qui partagent l'endroit pour aider les gens. Je vois dans la librairie une table avec des gens de couleur qui discutent avec d'autres gens, avec des Polonais. Donc, je suis complètement debout. Ça m'émerveille. Et alors, je me dis, mais c'est où le problème du théâtre? Mais bien sûr qu'ils veulent tous le théâtre. Après, notre théâtre, ça agit à Varsovie comme une île de ce qui est différent, autre et tout ça. Donc, effectivement, on était dans notre élément. Euh, donc, je n'ai pas trouvé problématique pour une fois. Je pensais que l'activité même de continuer avec le théâtre et de jouer, ça remettait le lieu debout et ça répondait aux besoins des gens de Varsovie qui sont profondément dans des sentiments très contradictoires. Je crois qu'il y a beaucoup de peur, il y a l'attente, il y a en attendant l'aide il faut s'occuper de quelque chose pour ne pas y penser trop.
Après, on dit que les Polonais sont les meilleurs que pendant la guerre. Donc, tu vois, c'est comme une consolation qui se passe. Mais bien sûr, derrière, il y a toute la peur. Est-ce que ça te donne... tout à l'heure, tu m'as dit voilà, que le théâtre, pour toi, était en fait une chose extrêmement... et enfin, je le dis à ma manière, enfin, extrêmement engageante, et physiquement, et mentalement, et psychiquement, ce qui fait en sorte que tu te sens de moins en moins dans l'énergie de pouvoir faire des pièces de théâtre. Et ce qui fait, bon, voilà, l'Odyssée à laquelle on assiste ici à la Colline est un spectacle que tu as créé. C'est ton dernier spectacle, c'est votre dernier spectacle, je devrais dire, puisque il y a toute une équipe avec toi que vous avez créé en juin dernier, et que au fond tu ne vois pas ce que tu vois pas ce que tu pourrais faire, parce que pour toi c'est soit une déclaration de guerre que tu dois faire au monde entier, soit alors c'est pas la peine. Est-ce que voilà, d'un côté, est-ce que tu veux bien nous parler justement de ce qui, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait que tu en viens à faire au théâtre, parce qu'on sait, il y a l'opéra qui est très présent aussi dans ton travail. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'engages sur le plateau, tu engages la compagnie, les acteurs sur le plateau, tu rentres là-dedans. Qu'est-ce qu'est cette déclaration de guerre que tu as envie de faire? Comment elle procède? Et puis, est-ce que ce qui se passe te donne envie d'y retourner, ou au contraire, non, ou tu ne sais pas? Écoute, par rapport à ça, cette réaction éventuelle émotionnelle, parce que j'ai lu un article aujourd'hui, ça parle d'un Polonais qui était migrant en Angleterre, et il a travaillé dans un restaurant, et c'était un type qui avait une vie en Angleterre assez bien, et lui il décide de rejoindre les Légion étrangère en Ukraine. Tu vois, donc il déclare ça dans son restaurant en Angleterre, il va en Ukraine, on le lâche, ils ont un contact, il s'appelle une fois par semaine, est-ce qu'il est vivant et tout ça. Tu vois, ça c'est, comme tu dis, sans compromis extrême. On ne sait pas quelle illumination il a eu, ce gars, pour entreprendre tout ça. Tu vois, de l'autre côté, moi, en tant que metteur en scène polonais, j'ai jamais abandonné le pire. Je veux dire, la mort, la guerre, et tout ce qui enchaîne les deux choses sont toujours planes autour de ma tête depuis que je fais de la mise en scène. Donc, je vois pas comment j'aurais pu, tu vois, après, on parle d'actualité, j'imagine, en voyant le sujet, des deux actualités qui deviennent deux états d'être. Parce que Covid, c'était pas une semaine d'actualité, la guerre, c'est pas non plus ça. C'est on passe à une période de Covid, maintenant on est dans la période de la guerre. Donc même par rapport à mon travail, ça ne peut pas m'influencer parce que je n'ai pas le temps même de réagir. Si je voulais réagir, je serais en retard, tu vois, tu vois, par exemple, je préparais les Français. Tu vois, c'était Proust. C'était le monde qui est parti et que j'ai vu partir. Je veux dire, il y avait tant de générations depuis la Première Guerre qui ont vu ce monde partir. Mais c'était encore autre chose. C'est-à-dire la Pologne est devenue un pays paresseux à partir des années 11-12. L'Europe a ralenti. Et vers les années 2015, quand je faisais Proust, c'était dans un sens ma réponse à cette paresse qui tout d'un coup est arrivée après des années 90,
après les années 2000 où tout tourbillonnait. Tu vois, et les années 10, c'était autre chose. Donc, si tu veux, ce Proust, c'était presque anti-européen. Tu vois, parce que je parlais de ce moment où je pensais que je pouvais parler de ce moment, mais la réalité m'a rattrapé. 2015, il y a le gouvernement de droite anti-européen et il faut que mon Proust soit autre chose. Donc, tu vois, je veux dire, ce genre de détronisation des sujets, de toute façon, c'était pas ça profondément que je voulais dire. Tu vois, je voulais pas profondément commencer ma guerre contre l'Europe, parce que je sais que l'Europe, c'est un procès. C'est en train de se faire. Ce ne sera pas fait, ce ne sera jamais fait, probablement, parce que c'est un projet impossible, et c'est pour ça que ce projet est tellement délirant et attirant. Donc, avec l'actualité, tu peux jamais être à l'heure. Mais de toute façon, j'étais pas vide non plus dans ma vie. Mon pays m'a tellement mis de merde dont je suis reconnaissant parce que j'ai jamais été vide. Est-ce que Milo, tu as un peu le même sentiment sur le retard par rapport à l'actualité, ce que dit Christophe? C'est-à-dire que c'est vrai que parfois créer un spectacle, ça prend plusieurs mois, et même parfois une année à l'avance. Il faut préparer la production, on se met, c'est-à-dire voilà, il y a une nécessité qui apparaît. Et puis, il y a les répétitions, ensuite arrive le spectacle, mais le monde va avec une vitesse de plus en plus folle, et les sujets sont chassés les unes après les autres. Tu vois, Christophe a dit 2015, 2015 c'est le Bataclan, ici c'est... enfin, arrive un sujet, puis on arrive à un autre. Est-ce que tu as aussi ce sentiment d'être rattrapé et dépassé par l'actualité, ou au contraire, tu ressens ou tu vis la chose d'une manière différente? En fait, c'est difficile à dire parce que j'ai différentes façons de travailler. Alors, il y a dans mon travail une chaîne assez activiste où j'essaie vraiment de répandre, où on fait des campagnes et tout. Et après, quand on fait une mise en scène, il y a par exemple eu un cas un peu typique, symbolique presque. Je suis en train de préparer un film sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui s'est passé en 1944, et qui est un massacre très difficile parce qu'il y avait la SS, évidemment, qui a tué les civils, mais c'était mélangé entre des Français et des Alsaciens qui étaient forcés d'être dans la SS. Alors, il n'y a jamais eu un vrai procès après. Et aussi, à Oradour-sur-Glane, à ce moment-là, parce qu'il y avait plein de réfugiés de partout, il y avait des gens de toute l'Europe qui étaient tués là. Alors, ce n'était pas vraiment un village français, c'était un village européen qui était tué là. Et on va commencer à tourner le film août-septembre, et on a plein de coproducteurs, aussi Arte, la chaîne franco-allemande. Et Arte, parce que les rédacteurs d'Arte, ils sont très intelligents, mais ils veulent aussi toujours donner leur idée d'actualité. Ils ont dit, Milo, mais alors quand tu fais la résistance, le groupe des résistants, est-ce que tu pourrais pas prendre une dissidente ukrainienne aussi dans ton groupe français de résistance? Et moi, je dis toujours, opportuniste que je suis, je dis, ah oui, c'est une très bonne idée, c'est une grande sensibilité, merci. Mais je le ferai pas, évidemment, parce que quand le film va sortir, et ça c'est peut-être la tristesse de notre monde, on aura déjà oublié qu'il y a eu une guerre d'Ukraine, et on sera déjà sur une autre pandémie, une autre guerre, etc. Il y a la belle remarque de Heiner Müller qui a dit sur Shakespeare, je crois, à l'époque quand Shakespeare a écrit, il y a eu l'attaque de l'Espagne et la Armada qui a essayé de prendre l'Angleterre, mais dans toute l'œuvre de Shakespeare, il n'y a aucune remarque en fait sur ça. Mais toute l'Angleterre était dans l'emprise de cette idée
la grande armada qui va arriver, etc. Mais ça, ce n'est pas là. Mais je crois que c'est là. Alors il y aura dans mon film sur Oradour-sur-Glane, il y aura évidemment la guerre d'Ukraine, il y aura une idée d'Europe, il y aura une idée de réfugiés. Et ce qui m'a choqué, parce que moi je parle d'une autre perspective, de la perspective de la Belgique, où j'ai mon théâtre à Gand. Et je me rappelle que quand la guerre en Ukraine a commencé, on a des liens avec des groupes ukrainiens depuis des années, parce que cette guerre n'a pas commencé il y a quelques mois, cette guerre dure depuis 8 ans, depuis 10 ans, en vérité. On a fait une déclaration en disant, parce qu'il y a 250 000 réfugiés qui ne sont pas régularisés en Belgique depuis quelquefois dans la 2e génération. Et on a fait une déclaration, on a dit, on voit maintenant comment on peut quand même traiter des gens qui viennent, évidemment, une autre religion, un autre visage et tout ça, qui viennent, et quelle est la possibilité s'il y a la volonté politique et la volonté sociale de les intégrer et de les acquérir. Et on n'a eu aucune chance, en fait. Tout le monde a dit, oui, on va faire ça pour l'Ukraine, mais on ne va pas faire ça pour les Africains du Nord, on ne va pas faire ça pour les gens du Moyen-Orient, on n'aurait aucune chance, en fait, on est en train de pousser. Mais je crois que ce problème, si on parle de l'Europe, est beaucoup plus grand, évidemment. Et il y a là, si tu parles de l'actualité, ce que je fais beaucoup de fois, c'est de mélanger, comme le film sur Jésus qu'on va montrer ici, que j'essaye de prendre quelque chose qui est dans une temporalité différente, qui est dans une émotion, qui est dans une iconographie, qui n'est pas actuelle, mais de faire une sorte de mélange avec l'actualité, avec le contexte que je trouve. Si je faisais un film sur Jésus ici, si je faisais un film sur Jésus à Kiev, ça va être un film complètement différent, mais je crois que c'est important que ce film sera toujours lisible par quelqu'un qui va le voir dans 50 ans, de quelqu'un qui le voit aux États-Unis. Une question. Au Liban, voilà, on a été confronté à la question des réfugiés d'une manière très différente qu'en Europe. Voilà, dans les années 60-70, le Liban voit arriver pas loin de 400 000 réfugiés palestiniens qui arrivent dans un pays de 3 millions d'habitants. L'arrivée de ces populations et qui vont s'installer au Liban vont être une des causes des conflits entre les Libanais. On va imaginer rapidement que c'était religieux, alors que ce n'était pas religieux, c'était plutôt des questions de valeurs et des questions de frayeur, de peur, voilà, les chrétiens qui ont vu arriver 400 000 musulmans, on va dire, et qui étaient surtout une population plutôt de droite, je parle des chrétiens, sont positionnés contre l'arrivée des Palestiniens. Et puis les musulmans, qui étaient plutôt, en général, c'était les communistes, c'était les socialistes, parce qu'ils avaient une relation avec la Russie, enfin l'Union soviétique, qui était très ancienne, ont été plutôt complètement dans l'accueil de la population palestinienne, plus une crise économique où, d'un côté, au fond, le Liban avait à choisir entre soit devenir une économie libérale, ce que les chrétiens voulaient, et une économie plutôt agricole, comme les musulmans le désiraient. L'un dans l'autre ont créé la guerre civile. Bon. Les années passent, la Syrie nous envahit violemment. Elle est du côté des musulmans, ensuite elle est du côté des chrétiens, ensuite elle repasse, vraiment c'est dur, c'est très très dur. Et ensuite elle nous occupe 15 ans. Elle prend tous les postes, toutes les institutions, etc. Les travailleurs syriens venaient remplacer les travailleurs libanais au Liban, tu vois, donc bon. Et puis, finalement, Rafik Hariri est assassiné. On pointe le gouvernement syrien. La communauté internationale décide que c'est assez. Les Syriens sortent. Les Syriens sortent du Liban, finalement. Bon.
Et quelques années plus tard, il y a les révolutions arabes qui arrivent, et dans le sillon des populations arabes arrivent les guerres en Syrie. La guerre en Syrie est d'une brutalité sans nom, et il y a des Syriens qui doivent fuir leur pays. 1 million de Syriens arrivent au Liban, sur une population de 4 millions. On n'en entend pas beaucoup parler. Et les Libanais eux-mêmes, ils en entendent parler, mais ils n'en font pas ils ne se disent pas il faut qu'on fasse des théâtres avec les réfugiés, il faut qu'on parle avec les réfugiés. Ils ne disent pas ça. C'est pas que ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas le problème principal. Pourquoi est-ce que la question des réfugiés vous occupe à ce point? Pourquoi est-ce qu'elle vous occupe à ce point? Qu'est-ce qu'il y a de... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas... Hein, je m'approche, hein, c'est un chemin dangereux. Mais j'aimerais bien savoir, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi l'Europe semble être tenue sur la question des réfugiés? Pourquoi est-ce que cette question est si... pourquoi, Christophe, par exemple, tu dis, nous, on doit accueillir les gens de couleur parce que nos gouvernements, les gens différents, parce que notre gouvernement, voilà, ça j'entends. Tu parles du travail que tu fais avec les réfugiés. Pourquoi est-ce que cette question en Europe semble être, pour les artistes et pour les gens de gauche, le nerf de la guerre? Ah oui, mais je crois qu'il y a évidemment deux raisons. Alors une raison peut-être un peu méthodologique. Je crois que le théâtre a toujours fait ça. Alors si tu vas vers les tragédies grecques, il y a déjà la question du réfugié qui appartient pas, etc. Alors ça c'est quelque chose. Et de la guerre, évidemment. Il y a cet intérêt qui a été toujours là dans le théâtre. En fait, je ne connais pas assez bien le théâtre libanais. Mais toi et par exemple Rabih Amouré, alors les deux amis libanais que j'ai, c'est toujours des pièces sur la guerre aussi, j'ai l'impression. Alors c'est quelque chose qui, quand j'ai été demandé, mais pourquoi toujours la violence, pourquoi toujours ces choses-là, j'ai dit, mais en fait je ne sais pas, c'est simple, c'est tragique, c'est théâtral, c'est quelque chose qui est là. Évidemment c'est aussi une obsession de tous les gauchistes, ça c'est quelque chose qui est là aussi, où il y a peut-être un dangereux paternalisme là-dedans. Mais pour moi, il y a aussi un niveau beaucoup plus économique et structurel là-dedans. Parce que quand je suis parti, par exemple, à Matera, quand j'étais invité de faire un projet, en fait, j'ai téléphoné à Enrique Razzocchi, le Jésus de Pasolini, j'ai téléphoné à Maya Morgenstern, qui a joué la Sainte Marie chez Mel Gibson, et je demandais, vous voulez venir à Matera et on fait un nouveau film sur Jésus. Et je voulais faire un film iconographique. Je n'avais pas du tout le plan de faire une campagne pour la dignité des réfugiés. Je suis arrivé dans la capitale culturelle de 2019 et je trouvais ironiquement entouré cette ville d'une population on dit d'un demi-million de réfugiés sans droit dont on a besoin parce que sinon l'agriculture italienne ne marcherait pas. Alors il y a une présence, disons, invisible mais immense, alors d'environ 5 millions de sans-papiers en Europe. Alors ce n'est pas un sujet à côté et ce n'est pas un sujet que j'avais envie de chercher. Et quand je suis arrivé là, je me suis demandé, mais s'il y avait un Jésus d'aujourd'hui, pour qui il luttait? Est-ce qu'il lutterait pour moi? Je ne crois pas, parce que je n'ai pas besoin de ça en fait. Il lutterait pour ces gens sans nom, sans papier, etc. Alors c'était quelque chose qui est venu logiquement vers moi, à Matera. Et ça se passe en fait beaucoup de fois, si tu demandes les questions sur la citoyenneté, par exemple, alors il y a des différences qu'il peut y avoir entre les Européens, mais avec mon passeport, je peux aller partout. Même comme Ukrainien, tu peux entrer dans l'Europe, ça ira, c'est une partie de l'Europe. Mais il y a on peut même plus dire une minorité en Europe qui est tellement grande que c'est devenu évidemment le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est en train de grandir, et si on ne trouve pas une solution, disons vraiment légaliste, je ne sais pas comment ça continue. Alors, Christophe, il y a quelques années, je pense qu'il y a 3-4 ans, tu as monté une pièce de Anouk Levine qui s'appelle Les Valises, c'est ça? Voilà. Il y a un personnage, alors
J'en parle parce que j'y ai participé un tout petit peu. Tiens, prends ton micro. Ben, en fait, dans cette pièce de Anouk Levin, il y a un personnage qui est une touriste américaine qui débarque au milieu d'une foule, enfin d'un village dont les personnages soit partent, soit reviennent. Et Christophe me demande si je peux réécrire quelques répliques de cette touriste. C'est vraiment une scène, donc il me dit voilà, tu pourrais écrire quelques répliques pour ce bon. Je ne sais plus comment c'est venu, mais on en a fait un personnage qui semble être fascinée par, enfin, elle a envie de voir des juifs, quoi. Elle a envie de voir des vrais juifs qui ont souffert. C'était ça, non? Un truc comme ça. Mais ça s'est transformé, hein. Mais bon, et finalement, il s'avère être qu'elle en est qu'elle-même en est une. En tout cas, c'est comme ça que j'ai écrit les répliques. Je ne sais pas ce que Christophe en a fait ensuite, mais c'est comme ça que j'avais écrit un tout petit peu les répliques. Tu peux peut-être corriger un peu sur ce que je viens de raconter. Oui, c'est un personnage. C'était un épisode de cette Tout petit. pièce. Oui. Et à un moment, Wajdi a ouvert une possibilité pour ce personnage. Et en réalité, ce personnage a été agrandi par un autre personnage, un personnage réel, parce que c'était le moment de voyage de Sophie Calle en Pologne, parce qu'on pensait faire une exposition. Et Sophie Calle, ses grands-parents sont de là-bas. Et ils lui ont interdit d'aller là-bas. Donc elle n'est jamais allée en Pologne. Et puisque on s'est rencontrés, à un moment, c'était naturel de ma part, pourquoi pas tu ferais pas ce voyage qui t'a interdit en Pologne maintenant quand tes grands-parents sont morts. Mais de toute façon, c'était une rencontre entre ta pensée et cette expérience qu'elle a vécue, parce qu'elle a finalement décidé d'aller en Pologne et on a eu cette idée banale de lui montrer le cimetière. Elle a eu cette idée banale d'avoir un papier avec les noms de sa famille. Il y avait la neige, on a visité les tombes, elle a vu même découvert quelquefois le nom qu'elle cherchait. Et elle nous a dit à la fin, donc c'était assez émotionnel pour nous qui l'entouraient, elle était froide. Et quand elle est revenue en France, elle m'a écrit je suis tombée malade. Elle est tombée malade quand son père est mort, quand sa mère est morte. Donc, sans le vouloir dire, elle a vécu quelque chose de très fort. Et maintenant, en allant à la réponse par rapport aux réfugiés et à ta présentation de la chose, moi, je te donnerai un point de vue, pas de l'homme de Beyrouth, mais de l'homme de Varsovie ou de Szczecin. Je suis né à Szczecin. Par rapport à l'actualité, parce que je trouve ça particulièrement provoquant, parce que c'est comme si derrière cette question, il y a une seule réponse correcte. La réponse correcte, oui. L'actualité, oui, ça nous touche, on y va, on veut répondre et tout ça. Tandis que je crois qu'une bonne réponse pas correcte, ça serait non, l'actualité, ça ne peut pas nous perturber. En nous perturbant en tant que l'être humain. Non, c'est juste pour te dire, dans 80, je commence à faire des études. Je viens d'un lycée de province. Je découvre la littérature polonaise, je découvre la littérature européenne et je découvre surtout Gombrowicz qui a trouvé le refuge en Argentine et qui est après, grâce aux Allemands qui lui donnent une bourse, revient à Berlin et à partir de là il s'installe en France où il écrit les dernières choses. C'était juste pour un Polonais de devoir comprendre que ou bien tu vas vivre la vie de ton pays et de ta nation, ou bien tu vas penser que toi, tu es un ovni
et que tu aurais pu être polonais, mais tu aurais pu être l'homme de Beyrouth, tu aurais pu être suisse, et là, tu es polonais. Bien sûr, il n'y a pas, tu ne peux pas te libérer, ça c'est évident. Ça va peser en toi toute ta vie. Mais après, tu peux te dire, ou bien je perds ma vie pour la cause, et je vais être comme l'un... il y avait une question qui m'a persécuté à Varsovie, parce que j'avais une jolie ensemble des personnes d'âge différents. Et vous voyez, à Varsovie, il y a ce culte d'insurrection de Varsovie, où les gens devaient choisir entre la vie et être héros ou pas. Donc, moi, j'ai très vite compris, en tant que Polonais, que je ne veux pas être héros et que je ne suis pas du tout l'étoffe pour être héros. Et en plus, je me suis dit, je ne vais pas sacrifier cette vie que j'ai reçue pour cette cause. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit au début, que j'étais pas imprégné par le fait d'être polonais et que il y a beaucoup de choses. Tu vois, rien que on m'a fait écouter aujourd'hui une interview de Lanzmann et Lanzmann insiste quand de extermination ça n'existait et peut-être c'était faux. Lanzmann insiste n'était que dans les territoires de Pologne. Je ne suis pas sûr, 100%, s'il n'y a pas un détail, bien sûr. Majoritairement, c'était là. Donc, en sauvant ma vie en tant qu'individu, j'essaie de partir de Pologne. Je parle métaphoriquement, mais en même temps, ce dilemme d'un Polonais m'a rendu ce que je suis. Donc, je lutte pour mon intimité politique. Tu vois, j'ai jamais été pour une seconde pas politique. Mais ça ne parlait pas d'actualité, ça ne parlait pas forcément des guerres d'aujourd'hui, ça ne parlait pas forcément de Covid et de tout ce que tu veux. Mais l'humain, c'est un être politique. Et tout ce qu'on peut faire au théâtre, ça touche cet être politique. Mais ce que j'appelle politique, c'est peut-être pas tout à fait ce que, pour les gens en général, c'est politique. Milo, toi, pour faire la suite de ce que Christophe vient de dire, il dit, voilà, l'être humain est politique, mais ce que je dis politique n'est pas ce qu'on dit politique. Et puis il commence en disant aussi, la réponse correcte, c'est ça. Mais peut-être que la réponse qui n'est pas correcte, c'est celle-là. Toi, dans ton travail, est-ce qu'il y a... je vais raconter une histoire très simple, enfin, mais qui, moi, m'a marqué et qui m'a habité et qui, jusqu'à aujourd'hui, souvent, m'amène à me poser cette question. J'avais 21 ans, 22 ans, c'était à Montréal, j'étais à l'école de théâtre, et puis pas loin de cette école-là, il y avait un bar anglais. Mais moi, on n'y allait pas parce que c'était anglais. Nous, on allait uniquement dans les bars français. Puis à un moment donné, je m'étais dit, mais pourquoi on ne va jamais dans ce bar anglais? J'y vais. Bon. Donc je vais dans ce bar anglais, je me prends une bière avec 2-3 copains, on était entourés, c'était l'impression d'avoir voyagé très loin. Et puis, à un moment donné, bon, je vais aux toilettes. Et là, je vais aux toilettes et à côté voilà, il y a les urinoirs et puis il y a souvent des graffitis. Et je suis tombé, je pense que c'est pour ça que j'ai été dans ce bar anglais, je suis tombé sur un graffiti qui était au-dessus de l'urinoir que j'ai choisi d'une manière complètement aléatoire, mais peut-être que les choses étaient destinées à l'avance. Et il y avait marqué cette phrase, l'obéissance est un suicide. L'obéissance est un suicide. C'est une phrase qui m'a beaucoup plu.
Au début, je l'ai prise vraiment comme une chose directe. Genre, quand je dis oui, c'est que je me suicide. Quand je me dis fais ça et que je le fais, il faut toujours dire non, etc. Mais petit à petit, obéir, c'est aussi obéir à un système, c'est obéir à ce que doit être le théâtre, c'est obéir à ce qu'on... C'est obéir à ce que l'art contemporain est, c'est obéir à tout ce qu'on n'est pas, quoi. Enfin, à cet enfant que nous avons été... on va dire, voilà, on est tous plusieurs, mais on a tous derrière nous un petit enfant qui joue derrière un buisson, et lui, il se fait pas chier, il fait ce qu'il a envie, mais on l'écoute peu. Toi, c'est quoi l'acte de désobéissance à laquelle tu t'accroches, qui te sert de guide, qui fait au fond, quand tu es perdu, tu te réfères à ça. À quoi je veux dire non? Attends, à quoi déjà je voulais dire non? Ah oui, à ça. Ok, ben on continue par là. Est-ce que tu as un guide comme ça? Est-ce que quelque chose en toi te guide qui passe par justement la désobéissance, la réponse pas correcte? Moi, je crois à l'acte théâtral, et c'est pour ça que je fais du théâtre ou du film, c'est que j'aime bien construire des groupes imprévus, en fait. Et je crois que c'est ça la désobéissance. Je donne un exemple parce que je viens de revoir une très bonne amie russe à Bruxelles il y a quelques jours, Victoria Lomasco. Et à l'époque, c'était en 2013, on avait fait un projet à Moscou. Après, moi j'ai perdu le visa après ça. Mais on a fait un projet qui s'appelait le procès de Moscou, où on a refait 3 procès avec les frais participants qui étaient faits contre des dissidents, des artistes dissidents. Quand on a commencé à travailler, c'était en 2012. Et à cette époque-là, la Russie était encore différente. Il y avait encore la possibilité de parler avec des orthodoxes, de parler avec des dissidents, de les faire rencontrer dans le centre Sakharov, faire des choses qui semblent aujourd'hui comme surréalistes presque. Et à l'époque, il y avait 2 procès qui étaient faits contre des curateurs libéraux, etc. Alors on a dit, OK, on va refaire ces procès parce qu'ils étaient jugés. On va faire des vrais procès avec des vrais avocats. On a fait un film. Et à ce moment-là, des amis à moi, Pussy Riot, un groupe qui existait à cette époque-là, un soir, ils ont dit, on va faire un autre concert dans la Xavier Cathedral, dans la, je ne sais pas le mot français, mais en fait le concert qui était suivi par le procès contre eux. Alors tout le monde était après dans les camps. Et à ce moment-là, quand ils ont fait ce concert, on se disait, mais OK, on ne va pas remarquer ça comme tous les autres concerts, mais là, c'était le début d'une grande chose. On a fait ces 3 procès, et je me rappelle qu'à cette époque-là, on avait invité des prêtres orthodoxes. On était même en échange avec Alexandre Doukin, qui est maintenant devenu un fou complet, l'idéologue de Poutine. Et on avait des dissidents, on avait des artistes homosexuels, et on avait des images, par exemple dans ce film, où tu vois un prêtre orthodoxe regarder dans un livre sur l'art homosexuel avec un artiste dissident, qui serait totalement impossible aujourd'hui. Et 10 ans plus tard, j'ai rencontré, et il y avait une attaque des Cosaques, il y avait une attaque de l'intelligence russe secrète contre le projet, qui est dans le film aussi. Et à ce moment-là, les prêtres orthodoxes se sont levés et l'ont dit, sortez, on va finir ce projet. On le fait ensemble, on va finir ça maintenant ensemble. Et même les Cosaques, qui est un groupe extrême droite, super agressif, se sont assis et se sont endormis parce que le théâtre est ennuyant. Mais c'était encore possible. Et maintenant, 10 ans plus tard, j'ai revu Victoria Lomasco, qui à cette époque-là, elle était le peintre du tribunal. Je ne sais pas quel est le mot français. Le greffier. Le greffier. Elle a fait un beau livre sur ça. Et elle a dû sortir de la Russie aussi, comme Masha aussi, de Pussy Riot, sur des chemins cachés. Elle est maintenant en Europe de l'Ouest, comme beaucoup d'artistes russes. Et je me rappelle, on a fait une photo ensemble.
Et j'ai dit, ah oui, maintenant on va mettre ça sur Facebook, c'est trop beau, on s'est revus 10 ans plus tard. Et elle a dit, mais si je mets avec toi ça sur Facebook, nos amis ukrainiens vont tout de suite venir et dire, mais pourquoi toi tu te plains? Pourquoi tu te réfugies? Tu n'as pas besoin? Et je vois que, en fait, surmonter ces antagonismes, et ça semble un peu romantique peut-être, mais presque dans un projet qui reste difficile, qui reste évidemment extrêmement violent. Le travail sur les procès de Moscou, comme je te dis, j'ai perdu le visa et tout, c'était extrêmement violent aussi. Mais de faire ça, c'est la vraie désobéissance, pas seulement envers la dictature, mais envers l'histoire qui nous divise. C'est une désobéissance contre l'histoire, en fait, ou peut-être contre l'actualité, si tu veux. Qui sont les auteurs qui t'aident en ce moment? Les auteurs, les poètes, les livres? Il y a cette phrase de... C'est un poète, c'est un traducteur extraordinaire qui s'appelle Hermelgern, qui a traduit Novalis. Et dans cette traduction, dans la préface qu'il a fait de la traduction, il dit, en parlant de Novalis, il dit personne, non, je cite de mémoire, hein, mais il dit à peu près personne, non, personne ne peut s'avancer tout seul jusqu'au bord de son ravin. Que croyez-vous que soient les livres? Tous les livres. Que croyez-vous que soient les lecteurs? Certains lecteurs. Non, personne ne peut s'avancer tout seul jusqu'au bord de son ravin. On doit tenir la main. Voulant dire par là qu'un livre, c'est une main qui te tient pour que tu puisses t'approcher et te pencher pour regarder, parce que tu ne pourrais pas le faire seul, tu serais pris de vertige et tu tomberais. Qu'est-ce qui te tient, toi, la main pour t'approcher des vertiges? Quels sont les artistes, les poètes, les livres que tu lis le soir quand tu rentres chez toi et que tu es vraiment perdu ou égaré ou très triste ou très... Tu lis ce livre, tu t'accroches... Enfin, voilà, tu te... Quels sont les poètes qui t'accompagnent? En fait, c'est assez pour le moment. J'ai 4-5 livres avec moi ici, un peu par hasard. Alors, un livre... c'est un peu par hasard, je suis retombé sur Tourgueniev parce qu'il y a eu un petit débat. Il ne faut plus lire les Russes parce que déjà le réalisme russe, il était déjà fasciste, etc. Alors des choses complètement absurdes. Et j'ai recommencé à lire Père et fils de Tourgueniev. Aussi parce que peut-être le réalisme russe me tranquillise un peu. Après, il y a Anne Carson, évidemment, il y a toujours Pasolini. J'aime bien avoir un livre des écrits de Pasolini avec moi parce qu'il y a là une sorte de pensée, les contraires et la poésie et la polémique et tout ensemble qui m'inspire beaucoup. Et en fait, il y a un intérêt qui est venu vers moi, qui m'approche peut-être un peu plus aussi de toi maintenant, Christophe. C'est quelque chose qui est... J'ai trouvé un livre de Mircea Eliade, Le profane et le saint. C'est un théologue, un philosophe roumain que je suis en train de lire. Alors je vois maintenant en train de réfléchir sur ça, que j'ai commencé à lire plein de choses qui sont extrêmement éloignées de l'actualité. Évidemment, il y a aussi l'Internet, et je lis toutes petites choses, mais je commençais à lire vraiment des choses où tu dois vraiment entrer pour... tu as besoin d'une demi-heure, d'une heure au minimum pour vraiment atterrir dans un tel livre. Toi, Christophe, qu'est-ce qui t'accompagne? Qu'est-ce qui te permet de tenir les... Tiens, prends le micro. Ce qui me tient à la vie, j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est un très long processus dans la vie. T'es enfant, tu deviens un peu adulte, tu deviens quelqu'un tu te définis de plus en plus et tu commences à chercher, etc., etc. Je pense que c'est le fait de choisir la liberté
C'est très important, une décision que tu prends pour toi. De toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mondes parallèles. Il y a un monde qui est complètement cynique et sur lequel on t'a menti des petits et que tu décodes avec toute ta vie et que tu vois, tout ça, c'est trop cynique. Je veux dire, rien que pouvoir, c'est cynique. Un humain qui reçoit le pouvoir ne se contrôle pas. Il n'y a pas un seul qui peut résister. Donc, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire depuis longtemps qu'on est dans les pattes des pharaons toujours. Voilà, donc ça c'est cet ordre qui est beaucoup moins intéressant dans la vie qu'un autre ordre qui te donne une possibilité de t'épargner quand même et de trouver une liberté. Et ça c'est un autre monde parallèle, un monde que tu appelles d'où on voit. Par exemple le théâtre, la création, l'art. Donc est-ce que tout l'art et cet ordre qui n'a rien à voir avec la vie est là pour surveiller sur nous? Est-ce que c'est un tribunal de juste qui entretient cette planète comme dans la Star Wars, tu vois, debout, et les autres font tout pour faire aller tout ça avec la fumée? C'est ce que tu découvres à un certain âge, tu le sais, tu n'as pas besoin de le voir encore avec une guerre de plus. Donc, voilà, c'est une question. Est-ce que tu désobéis? Ben, voilà, la vie d'un artiste, c'est désobéissance. Tu vois, j'ai toujours parlé de ma vie en tant qu'une vie légale, parce que tout ce que je faisais, c'était interdit par la loi. Dans les pays où je me trouvais, c'était interdit. Je ne vais plus dans les pays où c'est trop difficile de ne pas être illégal. Ce choix, quand tu parles de la liberté, tu l'as choisi aussi en fonction d'une famille, je dirais. Parce que il y a des gens avec qui tu vis, on va dire, et qui sont intimement liés à la création. Comment cette famille est née? Comment vous avez créé cette famille? Cette famille, en fait, si je fais du théâtre, c'est à cause d'eux. Parce que, tu sais, c'est facile de désobéir et puis de disparaître. Parce que tu n'as plus envie que ta vie soit motivée que par les gestes négatifs. Donc, il y a ces acteurs et eux, ils sont par contre dans une réalité très précise. Ils sont dans la réalité polonaise. Et ils doivent vivre. Ils ont leurs enfants qu'ils ne veulent pas éduquer, même dans l'école maternelle polonaise. Donc ces gens-là, il y en a certains qui partent tout de suite avec leurs enfants parce qu'ils veulent lutter pour leurs enfants. Il y a d'autres qui restent, il y a d'autres qui n'ont pas de choix parce qu'ils ont été échangés par un nouveau pouvoir pour assouvir les gens qui appartiennent au nouveau pouvoir. Donc de toute façon, le procédé est complètement cynique depuis le début de l'humanité et on le suit. Parfois on ne se rend pas compte tout de suite parce qu'on mûrit lentement, heureusement peut-être. Et alors, je les vois et ils fonctionnent dans une réalité, même si ce sont des gens qui font beaucoup de cinéma, donc, mais ils sont des phénomènes locaux pour la plupart. Il y a certains qui essaient de vivre
de cette gloire locale d'être star, appartenir à cet endroit. Ils ne peuvent pas partir. Donc, ils restent là, ils luttent. Donc, en les voyant, en les suivant, en comprenant de quoi ils peuvent souffrir dans leur vie, que cette nouvelle Pologne depuis 2015 leur prépare. Et c'est le moment le plus beau de leur... c'est leur moment, disons, qu'ils perdent. Parce que durant Covid, on pouvait se poser cette question, est-ce qu'on ne ressemble pas par hasard à cette génération des artistes de la Deuxième Guerre, dont certains rentraient dans le cinéma américain, mais qui étaient dans le cinéma allemand, et que à ce moment-là, c'était être ou ne pas être. Donc certains artistes ont manifesté, ils sont partis. Certains, ils ont trouvé. Et alors, 5 ans de ma vie maintenant, c'est peut-être, ça vaut toute ma vie. Donc, je reste là où on m'abreuve et je vais faire une carrière. Peut-être que ça va. Personne ne savait que ça va finir aussi tragiquement. Mais de toute façon, ces choix se font toujours. Toi, Milou, tu es entouré d'une équipe aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de cette équipe? Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, moi, je viens de la scène indépendante. Alors là, on commence à travailler avec des gens, quelquefois au lycée, vraiment au début. Je ne sais pas quand ça commence avec ta famille, mais avec quelques-uns, on a commencé quand on avait 19 ans, 20 ans, et on a toujours, même moins, 17 ans, 18 ans. D'autres sont venus dans mes années 20, en fait, et qui sont restés avec moi. D'autres nous rejoignent, mais il y a quand même un groupe de, disons, autour de 10 personnes qui sont restés proches, avec lesquels je travaille, avec lesquels je travaille maintenant aussi dans le théâtre de Gand, évidemment, mais aussi dans des projets indépendants. Et il y a pour moi, il y a une beauté aussi de pouvoir travailler de cette façon, qu'on se comprend sans scénario. Parce que moi, j'aime pas beaucoup écrire j'ai toujours fini mes scénarios quand le projet est fini. Alors c'est plutôt l'archive du projet que quelque chose qui est là devant le projet. Et en même temps, je trouve extrêmement important de mélanger ce groupe, cette famille, avec des nouveaux contextes, avec des personnes que je connaissais pas, avec et ça donne une liberté en fait en fait la pièce qu'on montrait ici, qu'on a fait avec Edouard, avec Giacomo, maintenant avec Arne. C'est en fait une pièce qu'on a essayé de faire pendant des années, mais qui n'a pas abouti. Et à la fin, on a décidé de présenter en fait cette façon de ne pas pouvoir arriver à quelque chose. Et c'est une liberté qui est donnée par la connaissance des gens. En même temps, je trouve vraiment important la suite, en fait. Tu as dit une belle chose, la désobéissance et puis partir, ça donne pas de sens. Plus qu'on agit, ça donne moins et moins de sens. La logique du scandale, par exemple, ça donne pas de sens si c'est pas quelque chose qui est suivi. Par exemple, avec le Jésus de Yvon Sagnier, qui est activiste, qui joue le Jésus dans notre film qu'on projette ici. Avec lui, je téléphone tous les 2-3 jours, en fait, ou avec quelqu'un qui est proche de lui. Alors, c'est quelque chose qui va continuer. Maintenant, on est en train de vendre des tomates plutôt que de faire de l'art ensemble, mais c'est quelque chose qui est important. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'il y a comme j'appelle ça des micro-écologies qui restent et qui continuent. Et même, évidemment, dans mon absence, la famille continue aussi. Je vais poser une dernière question qui n'est pas simple. Donc je la pose et puis comme ça, ça sera fait.
qu'est-ce que ça fait? Comment? Qu'est-ce que ça fait d'appartenir à une génération? Qu'est-ce que ça fait d'appartenir à une génération qui n'a pas connu la guerre, physiquement? Qu'est-ce que ça fait alors que la guerre tombe un peu partout comme ça, qu'elle a été là avant votre naissance, qu'elle est à côté? Je dis ça parce que moi, par exemple, une chose tout à fait physiologique qui s'est passée quand la guerre en Ukraine a commencé, c'est que j'étais réveillé par les bruits des bombes. Et j'habite Paris. Hein. Évidemment, c'était des bruits mémoriels que je croyais avoir complètement oubliés, mais c'était vraiment des... Bon. Et puis, on a l'impression que ça se resserre et dans le temps. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, ben, on est pour la plupart nés dans les années 60, enfin, voilà. Donc, pas longtemps avant, elle était là, en Europe en tout cas, et puis voilà qu'elle y est de nouveau. Bon, moi, c'est le Moyen-Orient. Les réfugiés que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés, ben, ils l'ont porté. Enfin, ça devient de plus en plus présent. Et étrangement, ça devient de plus en plus unique de ne pas l'avoir connu. Si on regarde sur la population mondiale, quoi. Qu'est-ce que c'est de savoir qu'on fait partie de cette génération-là? Tu sais, j'ai rencontré un auteur, un écrivain qui s'appelle Philippe Sands. Je l'ai rencontré à Bruxelles. C'était dans le cadre du livre européen et il a eu un prix spécial pour son livre Retour à Lemberg. Donc lui lui aussi c'est un juriste international, il travaille à La Haye, au tribunal. Donc oui, il parle dans ce livre de ces deux notions, la crime contre l'humanité et le génocide, donc deux crimes qui ont été rajoutés à la loi internationale après la guerre avec le procès à Nuremberg. Donc voilà, un homme qui n'appartient pas tout à fait à mon milieu, mais artiste magnifique, écrivain, et surtout un être humain que j'ai tout de suite reconnu en lui, qui m'était proche. Et alors, il me dit, écoute, il y a, et c'était peut-être l'année 18, et on était à Bruxelles, on n'imaginait rien sur l'avenir qui allait venir. Et lui, il m'a dit quelque chose, tu sais, Christophe, malheureusement, l'humanité ne peut pas supporter longtemps sans guerre. Et en 2017 ou 2018, il me dit quelque chose d'aussi improbable. Donc j'étais un peu troublé par cet aveu dans la bouche de quelqu'un qui est très responsable et qui représente le tribunal et qui est aussi un grand artiste et tout ça. Et alors, tu sais, quand tu penses au problème de la liberté, je crois qu'on a le plus avancé dans les années 50, 60, 70 et peut-être 80, parce qu'à partir de là, au niveau de la liberté, ça passait au deuxième plan. C'est-à-dire, c'était surtout l'humain qui s'exerçait en liberté après avoir vécu un cauchemar et une catastrophe de la Deuxième Guerre. Et donc, je me pose la question, est-ce que l'humanité ne doit pas passer par une catastrophe
pour rattraper 20, 30, 40 ans où ils vont réinventer encore une fois cette planète, pour la perdre pendant les années suivantes, parce que cette activité optimiste, une fois on s'éloigne de la guerre, on l'oublie, on perd contrôle et finalement on se retrouve dans quelque chose qui est plutôt corrompu, qui n'est pas frais. Et si on parle de la liberté, elle n'est pas fraîche. Et que notre génération n'est pas fraîche et que on se trouve dans un moment qui dépend que de nous. Oui, alors la question c'était comment c'est de ne pas avoir connu la guerre. Peut-être je peux répondre par une anecdote que je voulais absolument raconter, je m'excuse. Parce que j'étais dans un bistrot avec Isabelle Huppert en train de parler du projet d'Oradour-sur-Glane. Et à un moment, et vous allez comprendre pourquoi je raconte cette histoire, il y a deux raisons. Et je lui ai demandé, mais quelle était la pièce qui t'a le plus impressionné? Et elle a réfléchi un peu, elle a dit, je ne me rappelle pas quand c'était en 2002, 2003, Pouf du Nord, le 10 book de Warlikowski. Et moi j'ai dit, mais c'est incroyable, parce que pour moi j'aurais aussi dit, c'était en 2003, c'était le 10 book de Warlikowski. Et à ce moment-là, devant la fenêtre tu te rappelles, du bistrot, il y avait lui qui apparaissait. Et je raconte cette histoire parce qu'après j'ai réfléchi sur cette pièce en fait. Moi, j'étais au Pouf du Nord et j'étais en train de pleurer tout le temps. Il y avait la bourgeoisie française autour de moi, elle me regardait, mais elle disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, c'est une pièce sur la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les mémoires de l'Holocauste, de la Shoah? Comment on peut la transmettre, pas la transmettre? C'est comme un ghost. À ce moment-là, j'étais en train ou un peu après, de préparer un projet sur le génocide rwandais. Un très bon ami à moi, Darcy Rugamba, qui avait à ce moment-là, en fait, le même moment, un enfant. Elle se demandait, mais comment je peux transmettre ça à cette génération que j'espère qu'elle ne va pas connaître la guerre, et comment je peux lui faire comprendre qu'il n'y a pas de grands-parents, pas des tantes, pas des oncles, et il y a seulement moi et ma femme, et tous les autres ne sont plus là. Et il a dit, le problème, je pousse ça chaque année, et je crois à la fin, je ne vais pas le raconter, parce que c'est l'immensité, tu ne peux pas la transposer. Et à ce moment-là, j'ai tout à fait compris ce que c'est. Tu vois, il y a une génération qui n'a pas connu la guerre, mais qui la connaît dans son corps, peut-être par un silence, peut-être par un comportement étrange des gens, et il y a une autre génération qui l'a connue. Et c'est là qu'il y a... Par exemple, si tu regardes ma famille, il y a une partie de mes grands-parents qui sont venus de l'Italie parce qu'il y avait l'industrie en Suisse. Il y a une autre partie, un de mes grands-pères, il y avait une femme juive, il est venu de l'Allemagne, après elle est partie d'ailleurs au Québec. Et il a marié une autre femme. Alors grâce au fascisme, j'ai eu le plaisir d'être suisse, finalement. Et il y a des choses que je ne vais pas comprendre, mais quand j'ai vu cette pièce, j'ai dit, mais il y a quelque chose dans nos corps, des Européens, je ne sais pas, même des Suisses, où il n'y a pas eu la guerre depuis, je crois, ça c'est vraiment, c'est pas une génération, là on parle d'une centaine de générations où il n'y a pas eu de guerre, mais qui comprend. Et c'est, voilà. Je vais finir sur, rebondir sur quelque chose que tu viens de dire qui moi me touche profondément, et je vais peut-être finir là-dessus comme une question. Tu as dit s'il n'y avait pas eu le fascisme, voilà, enfin grâce au fascisme. Hein. Moi, c'est une question qui m'hallucine, tu comprends, parce que tout mon bonheur actuel
oui, le bonheur de faire du théâtre, d'être directeur d'un théâtre comme La Colline, même les enfants que j'ai, tout mon bonheur repose, tout mon bonheur repose sur le fait qu'il y a eu la guerre civile libanaise. Donc c'est une sacrée affaire, presque hindou, presque un hindouiste, je sais pas, il faut être hindouiste pour la regarder. Parce que, en effet, pour le dire vite, tu dis, ouais, quand même, mon plus grand bonheur repose sur une catastrophe qui a coûté 400 000 morts, quoi, quand même. Si tu le regardes brutalement. S'il n'y avait pas eu la guerre civile, j'aurais pas ces enfants, je n'aurais pas rencontré le théâtre, etc., etc., etc. Et cette espèce de lame de rasoir, ce truc, c'est un peu comme une lame de rasoir, parce que dépendamment comment tu le tournes, tu peux te couper par la culpabilité, mais tu peux aussi te raser, te faire beau, hein, avec une lame de rasoir, une question comme ça. Donc, cette idée qu'au fond, la résistance consiste à croire à un bonheur qui vient supplanter toujours les catastrophes, même si au moment où ça arrive, on est incapable d'entendre une phrase pareille, parce que les morts, il faut les pleurer, parce que l'injustice, on la ressent, parce que la violence et la brutalité, on la ressent dans notre chair physiquement. Mais il y a quand même quelque chose comme une sorte de révolution copernicienne qui se produit, fait en sorte que tout à coup, par un effet de battement d'ailes de papillon, tout à coup, ce qui était une catastrophe devient une sorte d'histoire d'amour dingue, un jour, qui permet la naissance, qui permet l'art, qui permet la création. Et il y a là une sorte de question qui est posée à notre présent tout le temps, enfin pour moi, c'est ce présent, grâce à ce présent, qu'est-ce qui va apparaître ? Grâce à ce présent, qu'est-ce qui va apparaître ? Et l'accueil de cette chose qui pourrait apparaître, pour moi, c'est aussi un peu la manière de résister, puisque c'est un sentiment de joie, en tout cas de volonté de la joie, on va dire, pour le dire de manière un peu philosophique. Alors Christophe, tu présentes un spectacle en ce moment ici sur le Grand Plateau jusqu'au 21, 22, 21, 20, jusqu'au 21. Milo, toi tu commences dans la petite salle en haut, tu commences mercredi jusqu'au... Pardon, vous faites mon travail, mais... non, mais ça, je ne sais pas non plus. Hein, tu ne sais pas le jour. Voilà, c'est une semaine environ. Voilà, à peu près pendant 2 semaines. Donc, Milo est en haut, Christophe est ici, et puis vous êtes évidemment... et toi, tu es où ? Et moi, je suis dans la cave. Je répète, voilà. Et donc, c'est en tout cas un vrai... c'est extrêmement émouvant pour moi de vous avoir dans ce théâtre, et vraiment... donc on va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci Milo et merci Christophe. Et voilà, à la prochaine, à bientôt. Merci beaucoup.